Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rencontre. Très heureux de vous accueillir avec une personnalité que vous connaissez évidemment, vu le nombre d'ouvrages qu'il a publiés, vu le nombre de prestations qu'il propose au travers de ses stages, au travers de ses formations, au travers de ses conférences. Et il se devait d'être là, installé sur ce canapé et dans ce studio d'ABC Talk. C'est Patrick Drouot qui est mon invité. Bonjour Patrick. Bonjour Marc. Ça va ? Au maximum. Merci. Merci. Mais vous êtes toujours au maximum. Est-ce qu'il y a au moins des jours où vous n'êtes pas au maximum? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver, ouais. Mais voilà. Bon, je suis très content de vous accueillir. Vous savez que Merci. quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, mon Dieu, il faudrait faire 12 émissions pour faire le tour de votre œuvre. Vous avez tellement écrit, tellement publié, tellement dit de choses sur ces sujets qui nous fascinent, évidemment, d'abord sur cette chaîne et ensuite sur tout ce qui traite à notre vie, hein, c'est important. Vous êtes physicien, spécialiste des médecines ancestrales, et alors spécialiste de la médecine quanto-vibratoire, énergétique et informationnelle, la médecine qui a le pouvoir de modifier nos gènes. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, aïe, 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 il y a du jus de cerveau. Il faut décoder, il faut démêler tout ça. Il faut démêler, voilà. Ça fait plus de 40 ans. Ah oui. Oh, ça a commencé un petit peu avant, mais je veux dire formellement, oui, il y a 40 ans, à la fin des années 70. Hein, le facteur déclenchant, en fait, il y en a eu plusieurs, hein, des facteurs, mais je suis arrivé aux États-Unis en 1973. J'ai passé une équivalence pour entrer à Columbia, qui est l'une des belles universités américaines. Prestigieuse. Mais 1973, hein, c'est l'Amérique de la fin de la période hippie, c'est la guerre du Vietnam, c'est la fin de la ségrégation raciale, c'est le début de la soul music. Moi, j'ai trouvé un petit appartement pas cher parce qu'il était à 15 mètres du métro aérien sur Broadway et la 123e rue. Et Broadway, 123e rue, c'est le Harlem espagnol. Alors le jour, c'était silencieux, mais la nuit, le tam-tam retentissait dans tous les étages. Pourquoi vous allez aux États-Unis ? C'est un professeur alsacien, parce que je suis alsacien d'origine. Hein. Je suis né à la fin de la guerre et j'ai passé 8 ans de sciences à Nancy. Et ce professeur, qui était une terreur pour les étudiants, m'aimait beaucoup, hein, parce que voilà, c'était aussi un Alsacien. Et j'aurais été un élève brillant, et il me dit, écoute, j'ai des amis, hein, des professeurs qui sont partis aux États-Unis avant la guerre et après la guerre, donc à la fin des années 40, et peut-être essaie de faire une équivalence à Columbia. Et j'ai été l'un des rares boursiers à l'époque de Columbia, parce que Columbia, c'est une des superbes universités, mais bon, hein, si vous voulez, vous vous endettez pour quelques années. Ça donc j'ai eu cette chance. Ouais. Et donc je suis arrivé, j'ai passé 3 ans là-bas d'abord pour mes études, mais pour être ultra bref, à la fin des années 60, il y a eu un livre qui est paru qui s'appelle Bury My Heart. Bury My Heart, ça veut dire enterre mon cœur, et ça a été le premier livre de réhabilitation de l'Amérique indienne. Hein, c'est-à-dire que cet historien, Dee Brown, a expliqué vraiment le génocide que ces peuples ont traversé à partir du XVIIe siècle. Et je ne sais pas pourquoi, hein, c'est un livre qui m'a impacté, non pas à cause de l'histoire des Indiens cow-boys, etc., mais à cause de l'histoire de ces peuples qui ont été pratiquement éradiqués. Et à l'époque, avec des copains qui étaient en fac de sciences, on avait des copines qui étaient en fac de lettres. Hein. Et donc on a disserté sur ce livre. Mais, et puis aussi, bon, pour la petite histoire, à côté de Nancy, il y avait une base américaine à Toul, à 20 km au nord de Nancy. Et donc, par hasard, je suis tombé sur le fils d'un capitaine qui était donc un Américain, qui était donc en poste dans cette base à Toul. Et donc, je suis allé plusieurs fois invité dans cette base. Et donc, ça a été le premier contact avec, on va dire, le public américain. Donc j'ai vu, par exemple, des spectacles. Les Américains sont très expansifs, vous savez, très yeah, wah,
etc., quoi. Et moi, vous savez, la France des années 60, on commençait à sortir un petit peu d'une certaine retenue, hein. Il y avait quand même, il y a eu mai 68, il y a eu, etc., etc. Mais lorsque je suis arrivé aux États-Unis, j'ai demandé à mes copains, Hey, do you know our Indians? Tu sais où il y a des Indiens? Et l'autre me disait, non, non, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et en 1975, j'ai des copains qui me disent, écoute, on a entendu parler d'une rencontre, hein, en Caroline du Nord, du côté de Raleigh, hein, qui est la capitale de la Caroline du Nord, et on y va. Et donc je lui dis, is that far away? Hein, c'est loin. c'est Il me loin? dit, non, non, 500-600 miles, hein, entre 800 et 1000 kilomètres. Oui, c'est loin. C'est l'Amérique, hein, vous savez, Tout est démesuré. vous savez, c'est l'histoire de Toto et son père, hein, ils sont en train de nager, et Toto dit à son père, dis donc papa, c'est encore loin l'Amérique, et le père dit à son fils, tais-toi et nage. Tais-toi et nage. Et donc on arrive, et en fait on va dire, c'est un psychodrame, hein, c'est-à-dire que c'est un théâtre de 4 jours avec des prières, des chants, des rituels qui célèbrent la déportation des Cherokees en octobre 1838. Hein. Et donc là encore, il y a eu un impact, hein. J'ai été très, très ému par ce qui est arrivé à ces gens-là. J'ai parlé à des vieux. Et puis, les années passent, hein, je continue mes études, je termine mes études. Je passe un 3e cycle sur la nature du temps en physique quantique. Déjà le temps. Oui, alors bon, si vous voulez, la nature du temps en physique quantique, en fait, j'ai repris les travaux du professeur de mathématiques d'Einstein, qui s'appelait Minkowski. Et Minkowski, en 1908, si vous voulez, développe la métrique spatio-temporelle qu'Einstein va intégrer dans la relativité générale. Donc, il reprend, si vous voulez, les recherches de son professeur de mathématiques. Et moi, si vous voulez, dans la vie, vous avez des impulsions. Il y a des moments où vous comprenez pourquoi, il y a des moments où vous ne savez pas. Ou alors, parfois, ce sont des années qui passent et vous dites, maintenant, j'ai compris. Est-ce qu'à cette époque-là, entre la dimension scientifique et la dimension spirituelle, notamment où vous êtes très touché par l'histoire de ces Indiens, vous êtes plus attiré par quelle discipline? Quel est votre ressenti à ce moment-là? Plus scientifique, plus spirituel? Ah, écoutez, il y a vraiment, hein, bon, dans mon parcours de vie, je suis et je reste un passionné d'histoire. Hein. J'ai lu énormément sur l'histoire de tous les peuples de la planète. Hein. J'aurais aussi aimé être anthropologue, Oui. c'est-à-dire vraiment comprendre ce qu'est un peuple. Des années plus tard, je vais dire, j'ai besoin de sentir battre le cœur des peuples. Alors que c'était loin, en fait, si vous voulez, de la communauté scientifique traditionnelle. Mais il faut savoir aussi que les scientifiques américains que j'ai rencontrés, et j'en ai rencontré, dont Richard Feynman, qui est un prix Nobel, qui est le père de l'électrodynamique quantique, hein, Feynman, c'est un mystique. Hein. William Tiller, un thermodynamicien de Stanford, va parler d'énergie astrale comme quelqu'un de la tradition védique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la frontière entre, on va dire, la science rationnelle et puis l'empirisme spirituel, parlons comme ça, en fait, se rejoignent. Ouais. Donc, si vous voulez, ce qui était intéressant pour moi, c'était de conserver cette base rationnelle, mais avec une dimension beaucoup plus vaste. Hein. Qu'est-ce qui se faisait à la même époque, à la même période, en France? Puisque là, vous êtes aux États-Unis. Écoutez, je crois sincèrement, dans les années 70, il se passait encore pas grand-chose. Et ça a commencé dans les années 70 avec des gens. Bon, peut-être les gens se rappellent plus aujourd'hui, mais j'ai connu à la fin de sa vie peut-être l'un des pères de la géobiologie, qui est Jacques Lamaïa. Jacques Lamaïa était pas très grand, mais en conférence, c'était Bossuet en chair.
Hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait une énergie incroyable à plus de 80 ans. Donc il y a eu la naissance de la géobiologie, il y a eu le magnétisme traditionnel, et puis il y a aussi eu un courant qui a maintenant un petit peu disparu, qui était le courant des rencontres psychiques, c'est-à-dire les kardécistes, hein, la branche d'Allan Kardec. Hein. Des années plus tard, je vais être invité au Brésil parce que j'ai 5 de mes livres de traduits en portugais brésilien. Et mon éditeur à Rio me dit vous connaissez Allan Kardec? Alors je lui dis oui, je connais un peu, pas trop quoi. Il me dit mais lisez Kardec parce qu'il y a 4 millions de kardécistes au Brésil. Voyez. Donc ce sont des courants culturels qui sont qui ont existé en France, hein, puisque vous posez la question. Je l'ai expliqué. Beaucoup de personnes l'ont oublié aujourd'hui, mais entre 1860 jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a eu des courants culturels extrêmement importants en France. Il y a eu bien sûr Allan Kardec, hein, cet homme qui était un négociant, qui a eu une expérience spontanée de vie antérieure. Absolument. Et qui a revécu une vie de druide. Et donc il a repris le nom d'Allan Kardec, hein. Mais qui se rappelle aujourd'hui du colonel de Rochat? Le colonel de Rochat était un colonel d'artillerie qui a travaillé sur les vies antérieures en 1910. Voyez. Donc il y a eu des courants culturels, Gurdjieff aussi, qui a fait un travail remarquable, et puis l'exil, l'exode des Tibétains de 1959. Donc dans les années 60, il y a eu des courants culturels, mais qui étaient encore très peu connus du grand public, qui ont commencé à se réinstaller en France. Vous, Patrick, qui êtes un passionné du temps, est-ce que j'oserais la question suivante? Est-ce que vous pensez être né à la bonne époque? Est-ce que vous auriez aimé naître à une autre époque? Alors je dis quelque chose, si vous voulez. Bon, je plaisante là-dessus, mais il y a des moments, je me dis, voilà, je suis un voyageur du futur amnésique réincarné au temps présent. Oui, c'est ce que vous dites, oui, c'est vrai. Il y a, si vous voulez, dans ma mémoire profonde, il y a des choses que je savais, par exemple, ou que je vais développer, mais que je savais déjà. Vous savez, il y a la différence entre l'inné et l'acquis. L'acquis, vous apprenez, hein, le cerveau se complexifie au fur et à mesure qu'on apprend peu à peu, hein, c'est le développement de l'enfant, ou même durant la vie, ou même quelqu'un d'âgé. Si par exemple quelqu'un à 80 ans apprend le tricot, eh bien il va y avoir des neurones qui vont se générer, si vous voulez, parce que la personne apprend le tricot, ou fait de la pâtisserie, ou etc. etc. Mais je crois que l'inné, ce sont des choses qu'on a déjà en nous. Alors, est-ce que ce sont des choses qui viennent du passé? Peut-être, hein, certainement. Hein, par exemple, quand des gens disent je suis allé en Égypte, j'ai vu des statues, mais ce sont des choses que je connais. J'ai vu la déesse Sekhmet, la déesse à tête de lionne. J'ai pleuré, ou je ne sais pas ce que j'ai fait, pourquoi je me suis prosterné. Ce sont des souvenirs anciens. Nous avons besoin de réouvrir nos mémoires chancelantes. Est-ce que, en définitive, la question existentielle de votre vie, de votre parcours, de toutes vos théories, ce ne serait pas une question si simple qui consisterait à dire qui sommes-nous vraiment, en fait? Écoutez, hein, c'est vraiment, je crois, c'est l'une des questions spirituelles, mystiques, qu'un être humain peut se poser. Qui suis-je? Qui sommes-nous réellement? Et donc je dis, quelle est notre origine? Quel est notre devenir? Et quelle est notre destinée? Vers quoi allons-nous? Donc, j'ai eu un phénomène, si vous voulez, qui s'est un peu atténué avec les années, mais j'ai surtout commencé à le sentir vers l'âge de 20-25 ans. Donc c'est vrai, j'ai fait de brillantes études, j'ai été un homme comblé par le matériel, j'ai
conjuguer les verbes avoir sous toutes ses formes. Hein. J'ai une voiture de fonction, j'ai un appartement de fonction, j'ai la carte Amex de l'entreprise, mais j'avais un fond d'insatisfaction. J'étais pas bien. Et donc, aller voir un coach à l'époque ou un psy, hein, on remonte à la fin des années 70, hein, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi? Alors donc, je faisais le tour, je réfléchissais sur ma famille, j'étais marié, mon fils était encore petit, j'avais l'estime de mes patrons quand j'arrivais en France, hein, à la Défense, l'américain du service, parce que j'étais le patron de la filiale américaine d'une division d'une entreprise qui a disparu aujourd'hui, mais qui était Creusot-Loire. Et Creusot-Loire faisait 32 000 personnes à l'époque, et puis à la fin des années 80, ça a été démantelé. Mais ça n'allait pas. Mais ça n'allait pas, quoi. Et donc je me dis, mais pourquoi? Et à partir du moment où j'ai commencé réellement à comprendre qu'il y avait un monde intérieur que j'ai appelé par la suite, nous avons un écosystème intérieur parce que c'est beaucoup plus vaste qu'un moi intérieur ou un soi intérieur, eh bien, j'ai senti que j'avais une brisure avec, on va dire ça comme ça, la terre profonde et le firmament. Donc, je me suis rappelé des années plus tard, je me suis dit, mais nous sommes comme Osiris couché. Et lorsque vous entreprenez une démarche dite spirituelle, mais la belle démarche spirituelle où vous restez ancré dans votre vie de tous les jours, eh bien, si vous voulez, vous utilisez une cérémonie égyptienne qui s'appelle la cérémonie du Djed. La cérémonie du Djed, Isis, hein, c'est une magicienne, donc à travers ses pouvoirs, hein, c'est une déesse multiforme, eh bien, elle va rendre vivant Osiris à nouveau. Donc, de Osiris couché, mort, Osiris va devenir vivant dans cette cérémonie du Djed. Et donc je dis, mais finalement, la démarche spirituelle sous n'importe quelle forme, hein, que ce soit la méditation, l'expansion de conscience, le TCH, tout ce que vous voulez, la PNL, je sais pas, il y en a tellement, le rêve éveillé, le voyage dans les vies antérieures, vous utilisez le symbolisme puissant de la cérémonie du Djed en Égypte pharaonique. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, à l'heure où on enregistre cette émission, que vous pouvez encore vous poser cette question de qui sommes-nous réellement, ou est-ce que vous avez la réponse? Moi, je suis un adepte admiratif du principe d'incertitude d'Heisenberg. Hein, c'est-à-dire qu'en science, on parle des inégalités de Heisenberg. Hein, et si je résume au minimum la pensée d'Heisenberg, vous savez que le fait d'observer une particule ou le comportement d'une particule modifie ce comportement. Donc il y a une incertitude, hein, le formalisme, la mécanique quantique s'articule quand même malgré le probabilisme de la physique quantique sur un formalisme mathématique extrêmement puissant. Donc, le fait de regarder une particule modifie cette particule. Donc je dis, si vous êtes certain de vous-même, vous ne pourrez plus avancer. Si, vous savez, c'est cet aphorisme du bouddhisme zen, c'est un professeur, on est à la fin du 19e siècle, hein, on est dans les années 1890. Ce professeur habite à San Francisco et il a étudié le bouddhisme zen. Et il entend parler d'un moine zen très important au Japon. Donc il fait le voyage de San Francisco à Yokohama. Et donc il arrive et il rencontre le moine. Et donc le professeur parle comme ça, etc. Et le moine écoute. Au bout de 3-4 heures, c'est la cérémonie millénaire du thé. Il prend une nappe immaculée, il prépare le thé selon les préceptes, il remplit la tasse du professeur, et donc le professeur verse et verse et verse, le moine verse, et à un moment donné, ça déborde. Donc le professeur lui dit, écoutez, arrêtez, vous voyez bien que la tasse est pleine. Et l'autre lui dit, ainsi êtes-vous comme cette tasse à thé, vous êtes déjà rempli de vous-même, il n'y a plus de place pour autre chose. Donc il faut toujours avoir une petite incertitude. Moi, j'ai encore une incertitude sur la réalité des vies antérieures, malgré tout ce que j'ai vécu et malgré tout ce que j'ai fait vivre. Mais en même temps, je le dis et je l'ai répété souvent,
si vous êtes certain de vous-même, vous ne pouvez plus avancer. Mais ça veut dire que on a presque le sentiment que vous n'avez pas envie de pouvoir répondre à cette question de qui sommes-nous vraiment, parce que ça voudrait dire que si vous répondez concrètement, en tout cas si vous avez les réponses à cette question, c'est la fin. Vous savez, ma famille me dit, ou mes amis me disent, mais qu'est-ce que tu cherches, hein? Ben oui, on peut se poser encore la Alors, question, vous avez tellement alors, écrit, tellement fait. alors je leur dis, je sais pas, mais euh, il faut, il faut que je cherche. Vous comprenez, quelle est la différence entre quelqu'un qui travaille sur les vies antérieures, quelqu'un qui a étudié le chamanisme, quelqu'un qui a un troisième cycle sur la nature du temps en mécanique quantique, et par exemple les travaux des mystiques rénants du XIVe siècle. Mais ça, je l'ai fait. Je connais la pensée de Maître Eckhart, qui avait une pensée extraordinairement moderne. Il faut lire, hein, Maître Eckhart. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Château de l'âme. Mais le Château de l'âme pourrait être publié aujourd'hui, avec quelques petits remaniements sur le langage. Mais c'est ça. Vous comprenez? Donc ce que je cherche à comprendre à travers ce qui sommes-nous, ou par exemple, quelle est notre mission de vie? Alors là aussi, là, je peux répondre. Mais qui sommes-nous? C'est peut-être l'énigme que Dieu, ou l'incréé, ou ce que vous voulez, cet esprit qui structure toutes les religions de l'humanité, nous a peut-être glissé. Ouais. C'est cette quête qui mène vers soi. Alors, on va parler évidemment de votre livre, hein, c'est Ouais. passionnant, vous êtes un puits de science. La révélation de la médecine vibratoire, guérison quantique et thérapie de l'avenir, on va y revenir dans un instant. Vous avez parlé des vies antérieures et vous dites que c'est un des domaines, un des angles où vous avez encore des questionnements et des doutes. Pourquoi? Or, si vous voulez, pour une raison qui est très simple, le temps reste une énigme, hein. Bien sûr, on va dire en physique, entre guillemets, moderne, le temps a été scruté sous tous ses angles, avec l'arrivée de la physique moderne, avec les théories de Langevin, avec, si vous voulez, le temps, théoriquement, il est linéaire, mais il ne l'est pas. Le temps, par exemple, depuis les années 80, on commence à soupçonner que le temps possède une densité, hein, comme, si vous voulez, un robinet que l'on ouvre, hein, et donc l'eau s'écoule plus rapidement. Et donc le temps serait fait je réponds à votre question, mais je fais un détour, hein. Le temps, si vous voulez, serait fait de particules hypothétiques qui s'appellent les tachyons. Tachyon, je crois que le terme a été utilisé pour la première fois par un physicien américain d'origine allemande qui s'appelait Henri Margenau à la fin des années 50. Et c'est Stephen Weinberg qui a repris, si vous voulez, le concept de tachyon. Et donc les scientifiques qui se sont intéressés à ça se sont dit, mais il y a une particule de l'électricité qui est l'électron, une particule de la gravitation qui est le graviton, hein, qui a été, si mes souvenirs sont bons, c'était en 2014 qu'il a été objectivé par le grand collisionneur de hadrons, hein, le LHD. Et peut-être y aurait-il une particule hypothétique du temps qui s'appelle le tachyon. Mais le tachyon, s'il augmente son énergie propre, à ce moment-là, il y a une accélération du temps. Le temps n'est pas linéaire, mais le problème de la réincarnation et du voyage dans le temps, si vous voulez, c'est que le temps serait linéaire. Or, il ne l'est pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle il reste cette énigme. Maintenant, ce que j'ai vécu et ce que j'ai fait vivre à tellement de gens de nationalités différentes, ils l'ont vécu, des gens qui n'avaient aucune... des gens qui culturellement étaient à des milliers de kilomètres du concept réincarnationniste. Vous savez que il y a une journaliste que j'aime beaucoup qui s'appelle Myriam Gablier. Elle a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle La réincarnation. Qu'on a reçu ici, qui est très très bien. Ah, bah, j'en suis heureux, j'en suis ravi. Myriam, elle m'a fait une faveur parce qu'elle a demandé à me rencontrer à l'époque. Puis vous savez, les journalistes, c'est voilà, dans quel esprit est-ce qu'une interview va se passer. Et donc, si vous voulez, le courant est passé. Et 8 jours après, elle me dit, j'ai terminé mon manuscrit. Est-ce que vous accepteriez de le relire?
moi j'étais honoré et donc j'ai appris des choses que j'ignorais. 80% des peuples amérindiens, eh bien, croient à la réincarnation. Alors il y a des choses que je savais sur les Cherokees, sur les Cheyennes, mais 80% je ne le savais pas. J'ai travaillé avec des Maoris de Polynésie centrale, avec Tigna, qui est un chef amazonien, hein, dont j'ai envoyé la photo. Tigna, vous savez, c'est des Martiens. Ils ne fonctionnent pas comme nous. C'est les Polynésiens qui m'ont dit, si tu veux comprendre notre peuple, si tu veux comprendre les premiers peuples, il faut que tu vides ta tête. Et donc ça m'a fait penser à l'histoire de la tasse à thé. Ne viens pas avec tes connaissances, ne viens pas avec tes livres et regarde le monde à travers nos yeux. Et ça aussi, ça a été un conseil. Voyez. Comment vous l'avez mis en application, ça? Quand vous arrivez face à ces peuples, quand vous arrivez dans cette civilisation qui a une toute autre histoire et qui a peut-être même une histoire au-delà du plan terrestre que l'on connaît aujourd'hui, comment, lorsque vous êtes face à ces gens, vous arrivez justement à faire ce vide et à accepter et à voir ce qu'il y a à voir? Alors écoutez, il y a des moments, si vous voulez, c'est presque comme un test, si vous voulez, un test pour avoir un poste dans une entreprise. Si vous avez la bonne attitude, les bonnes paroles, le bon comportement, ça passe, hein. Et chez les peuples traditionnels, c'est la même chose. Alors moi, j'ai beaucoup de chance parce que Liliane, hein, mon Votre épouse, épouse. elle est d'origine algonquine, hein. Les Algonquins, si vous voulez, c'est la grande branche Iroquois, Atikamekw, Huron. Les Hurons sont plus beaucoup maintenant. Et elle descend de la branche Huronne. Alors elle est née en France, hein, mais elle a des attitudes. Si vous voulez, je crois que elle, enfin, je parle, elle a une manière de fonctionner. C'est une juriste, hein. Elle a fait la fac de droit. Elle a eu un poste important au siège d'une banque importante en France. Mais même quand elle travaillait sur des gros dossiers financiers, elle rentrait dans l'énergie du dossier et son DG, son directeur général, l'appelait le Sphinx. Vous voyez. Donc c'est vrai que j'ai aussi appris des choses à travers elle. Mais je vais vous raconter deux anecdotes. On a fait 3 séjours à l'île de Pâques, hein, dont un séjour de 6 semaines. Et donc même nos amis tahitiens, Ueva Salmon, qui est un descendant direct de la famille des Teva, qui ont régné pendant 1000 ans sur l'île et les environs, enfin sur la Polynésie française, on va dire, eh bien, me dit, si tu vas là-bas, tu oublies tout ce que tu sais et tu laisses faire. Et donc il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire pendant 6 semaines? Il n'y a rien. Tu vas 4-5 jours, tu vois les statues, etc. Et je dis, écoute, on a besoin, ma femme et moi, de faire un break. Et elle, depuis son enfance, hein, elle est attirée par l'île de Pâques, hein. Elle parlait de c'est mon île. Ce sont... Sans y avoir été? Oui, oui, oui. Des petites, par exemple, il y avait des gâteaux, vous savez, ces gâteaux en forme d'ovale avec la confiture, vous savez, les deux cercles de confiture. Elle disait, mais ça, c'est comme mon île. Vous savez, elle parlait des volcans, en fait, hein. Et donc, bon, et on arrive à l'île de Pâques, enfin, il y a toute une histoire derrière, parce qu'on on rencontre des sculpteurs pascuans à Papeete, et ces sculpteurs avaient une petite maison à 200 mètres de l'église dans le seul village qui s'appelle Angaroa. Et donc quand on a décidé 6 semaines, à l'époque il n'y avait rien. Beaucoup d'hôtels se sont construits maintenant, mais à l'époque il y avait 2-3 gîtes, et j'ai dit bon, aller dans un gîte 6 semaines, etc. Et en fait on s'est retrouvés dans la maison de ces gens-là parce que eux restaient à Tahiti. Bref. Et donc les Pasquans nous disent, si tu veux vraiment connaître l'île, il faut que tu rencontres le chef cérémoniel qui s'appelle Carlo, avec un K. Et, mais Carlo, il hait les Chiliens, il ne veut pas rencontrer les Blancs, il vit à l'ancienne. C'est un chef de clan, il y a 70 membres, et il vit dans une caverne. Mais le dernier jour, enfin 2 jours avant le retour à Tahiti et ensuite la France, le guide qu'on avait nous dit Carlo veut bien vous rencontrer, wow, parce que c'était vraiment l'autorité de l'île. Donc on rencontre cet homme qui a un pagne qui est, si vous voulez, il a un maintien. Et donc on parle comme ça et il dit poliment,
Alors, enfin, traduit bien sûr, hein, vous avez aimé. Alors, on lui dit, oui, oui, nous sommes allés le jour de la pleine lune à Orongo. Alors l'autre, il dit, vous êtes allé à Orongo. Il dit, oui, oui, nous sommes allés à Orongo, mais on a demandé la permission aux Tupuna. Les Tupuna sont les ancêtres divinisés, parce que ce sont les ancêtres qui viennent des étoiles. Un grand nombre de premiers peuples de l'humanité disent qu'ils ne proviennent pas d'ici, donc ça c'est encore une autre histoire. Hein. Et donc, et tout d'un coup, il se frappe la poitrine comme un gorille, hein, et il dit qui tu es toi pour parler des Tupuna? Qui je suis pour parler des Tupuna? Et je lui dis, j'ai appris que la terre était un endroit sacré et nous avons demandé la permission aux Tupuna de marcher sur la terre sacrée. Et là, c'est parti. Donc on reste une demi-heure et puis à un moment donné, le guide nous dit bon, il faut partir, etc. Donc on s'en va. Et puis de loin, on voit le chef qui se fait engueuler par sa femme. Hein. Parce que vous savez, une femme qui dit etc. Alors moi je dis tiens, tu sais, c'est un peu comme chez nous, quoi. Hein, c'est un chef, mais bon. Et donc il revient et puis il me dit j'ai été à la pêche ce matin. Est-ce que vous accepteriez de partager le poisson? Et donc on a passé une nuit qui était exceptionnelle. Il nous a expliqué d'où provenaient les ancêtres, d'où proviennent les ancêtres, des Pléiades. Voyez. Et donc il dit pour nous, lorsque les 7 petits yeux se lèvent à l'horizon, c'est le temps de la pêche à la bonite, etc., etc. Je raconte une anecdote, hein, je sais pas. C'est fascinant. Je raconte une anecdote. Ah oui, bien sûr, allez-y, oui, bien sûr. C'est la seconde anecdote dont vous vouliez me parler? La deuxième, bah, c'est Tigna, si vous voulez, ce chef amazonien. Donc, Tigna, en 1985, son père et ses 8 frères ont été tués par des fermiers. Donc, c'est une tribu amazonienne, hein, ce sont les Fulnio. Fulnio veut dire le peuple de la rivière, parce que ce sont des Indiens qui vivent le long d'un bras de l'Amazone. Donc, Tigna, il a 16 ans et son père meurt dans ses bras. Donc bien sûr, tout ça, je vais l'apprendre après, c'est lui qui va raconter. Et il dit, papa, tu es un guerrier, ne meurs pas. Et donc le père mourant dit à son fils, mon fils, même les guerriers meurent. Donc pendant un an, il erre en forêt, il y a le traumatisme, et son père, ses 8 frères, etc. Quoi. Et il est recueilli par la FUNAI, qui est une fondation brésilienne, qui est une superbe fondation, si vous voulez, pour reculturer, si vous voulez, et protéger aussi la culture des Indiens du Brésil. Hein, les Brésiliens ont une approche, si vous voulez, beaucoup plus douce, on va dire, que les Américains ont eu au moment de l'expansion vers l'Ouest. Et donc, il est recueilli par la FUNAI, il est éduqué, etc. Et donc, il a commencé, vers l'âge de 30 ans, à raconter dans les lycées ou dans les collèges ce qu'est la culture des Indiens en Amazonie. La terre-mère, etc., etc., quoi, la forêt, il l'appelle notre reine. Voyez. Alors nous, on parle de l'enfer vert. Vous voyez le gouffre culturel entre l'enfer vert et notre reine. Hein. Et donc, bref, si vous voulez, je rencontre Tigna à travers une professeure du lycée français de Rio, qui en fait était ma première traductrice. Mais quand Tigna me voit, il pleure et il m'appelle son frère. Alors moi, je reste un peu comme ça, je suis touché, ému, quoi. Hein, et je dis à Brigitte, dis donc Brigitte, il est comme ça avec tout le monde, oui, quoi. Hein. Elle me dit non, non, écoute, je suis surpris, etc. Quoi. Et donc, si vous voulez, dans ma vie, il y a eu des événements fortuits ou des comportements, il y a des moments qui moi-même me dépassaient. C'est fascinant de voir qu'effectivement, vous avez un contact avec les gens, même des gens qui sont extrêmement reculés, qui ont un parcours de vie très particulier. Cet homme qu'on pourrait presque appeler l'homme des cavernes, hein, sur l'île de Pâques, qui d'un seul coup accepte de vous rencontrer, qui accepte de partager un dîner avec vous alors qu'il vous connaît ni Nève ni d'Adam, c'est incroyable.
Je vous raconte Carlo, parce que Allez-y. Carlo, j'ai jamais vraiment raconté dans aucun de mes livres, mais j'ai vu, si vous voulez, qu'il marchait un petit peu lentement, difficilement. C'est un homme assez grand, hein, il Qui faisait est Carlo? 1m80, le chef cérémoniel de l'île de Pâques. Très bien. Il s'appelle Rapa Nui. Mais là encore, Rapa Nui, c'est l'un des dialectes de la langue maori. Mais le véritable nom de l'île, c'est Matakiterani. Et Matakiterani veut dire les yeux qui regardent les étoiles. Voyez. Donc c'est voilà. Et donc, si vous voulez, je dis à Liliane, il a dû avoir la polio, quoi. T'as vu comment il marche? Et donc, dans le courant de la nuit, je lui dis, vous avez eu des problèmes aux jambes? Il dit non, j'ai eu un accident de plongée, parce que si vous voulez, les peuples du Pacifique Sud sont des plongeurs exceptionnels, quoi. Et donc, quand il a eu 22-23 ans, il a eu un accident de plongée. Il est descendu assez bas, à 50 mètres ou 70 mètres, mais il est remonté trop vite. Donc là, il n'y a pas de caisson hyperbare, il n'y a rien. Et donc, il est resté paralysé à partir du bassin. Et 6 mois plus tard, son père, qui était l'ancien chef cérémoniel, lui dit la mer, l'océan t'a pris ton mana, on va t'amener à l'endroit où tu as eu l'accident, on va te remettre à l'eau et tu vas plonger jusqu'à l'endroit. Donc, si vous voulez, quelqu'un qui est paralysé, donc il l'amène, si vous voulez, sur une embarcation, et il le met à l'eau, et l'autre, il plonge, etc. Il arrive à remonter, écoutez, 8 à 10 jours après, il commençait à remarcher. Non, mais... Alors, il s'est passé quelque chose dans ma vie. On a vécu le tsunami de 2004 en Thaïlande. Ah oui, donc c'était à Phuket. Ouais. À Phuket. C'était, ben oui, parce que si vous voulez, en fait, on a aussi étudié l'ancienne médecine thaï qui s'appelle le Nuat Boram. Donc on a fait des allers-retours sur Bangkok un certain nombre de fois. Donc on a passé Noël et Nouvel An, on était avec notre fille. Donc si vous voulez, c'était un dimanche, je me lève à 8 h du matin. Et donc, si vous voulez, ça commence à branler, j'entends... Et sur le coup, j'ai cru que j'avais une attaque cardiaque. Je me suis dit, merde, j'ai un problème cardiaque, quoi. Et tout à coup, je dis, c'est un tremblement de terre. Donc, je réveille ma femme et ma fille. Je dis, il faut sortir de l'hôtel, il faut aller vers la montagne, il faut reculer de la plage. Et donc, si vous voulez, il y a eu ce traumatisme. Et 2 mois après, en fait, j'ai réalisé que j'étais devenu claustrophobe. Donc, j'étais... voilà. Et comment je l'ai su? Ben, tout simplement parce qu'on allait en Égypte. On est allé 22 ou 23 fois en Égypte. Et donc, ma femme me dit, pour mon anniversaire, j'aimerais être dans la chambre du roi. La chambre du roi de la Grande Pyramide, on y était déjà allé. Je me dis, pas de souci, on y va. Mais rentrer dans la pyramide, je me sens bizarre. Et monter, si vous voulez, le pan, si vous voulez, ben, il n'y a pas d'escalier, mais le pan incliné, eh bien, je ne pouvais pas. Quand j'ai dit, écoute, là, je suis devenu claustrophobe, quoi. Et je me suis rappelé de l'histoire de Carlo. Mais quelques mois plus tard, on retournait en Thaïlande pour l'un des cours à Wat Po. Wat Po, c'est vraiment l'endroit où vous étudiez le Nuat Boram, c'est-à-dire tout le massage médical thaï. Et donc, on retourne à l'hôtel où on était. Enfin, je téléphone au directeur et je lui dis, écoutez, j'aimerais avoir la même chambre. Mais si elle est prise, je comprendrai, mais j'aimerais avoir la chambre à côté ou pas loin. Et dans l'idée de faire exactement comme ce que je me suis rappelé sur l'île de de Pâques avait fait. Je me suis rappelé de Carlo, quoi. La mer m'a pris mon mana. Et moi, je me suis dit, il y a une partie de moi qui est restée bloquée là-bas, quoi. Donc, on a eu la même chambre parce que l'hôtel, il n'a pas été détruit. Mais si vous voulez, ça a été horrible. Les premières heures, vous savez, ils mettent des trucs qui dansent, vous savez, au bout de fil, des petites figurines, mais avec la clim. Si vous voulez, ça faisait ça, quoi, ça bougeait. Et moi, j'avais mon cerveau, le réseau amygdalien, qui est vraiment si vous voulez, une partie profonde émotionnelle, me lançait des signaux d'alerte. Et donc, il m'a fallu 48 heures. Écoutez, 3 semaines après, la claustro, elle avait disparu. Wow. Alors que j'ai été claustrophobe pendant une demi-année, quoi. L'ascenseur, on habite au 3e. L'ascenseur, bon, alors après je montais l'escalier, mais l'ascenseur c'était difficile pour moi. Je me suis dit, alors vous avez donc 2 cas de figure comme ça.
celui de Carlo et le vôtre. Est-ce qu'il y a d'autres histoires de ce type, de gens qui ont vécu des traumatismes et qui ensuite reviennent sur les lieux de ce traumatisme pour essayer justement Alors écoutez, j'ai pas d'exemple de sortir de précis, ça. hein, mais c'est quelque chose qui pourrait être fait hein, maintenant. Si vous voulez, la mémoire du traumatisme se trouve en fait dans ce que l'on appelle le corps éthérique. Hein. Si vous voulez, parce que nous sommes une banque informationnelle complexe. C'est ça. C'est-à-dire que aussi bien nos organes physiques que ce corps, euh, il a une mémoire. Hein. C'est un ami. Donc il faut créer ce soi, ce que je suis, avec ça. C'est-à-dire que le ça et le soi, eh bien, sont liés ensemble d'amitié. Donc, si vous voulez, par-delà tout ce que ce corps peut accumuler de réseaux mémoriels, à travers les aventures que nous traversons, il y a aussi, nous avons un côté hybride, en fait. Nous avons un côté physique et nous avons un côté vibratoire. Oui. Et donc, dans ce côté vibratoire, donc, on entre dans toute la théorie des corps d'énergie. Mais dans, si vous voulez, le premier corps d'énergie, parce que là aussi, il y a toute une, une constitution vibratoire, le corps éthérique commence sa programmation à partir de 3 mois fétales. C'est-à-dire que techniquement, toute l'histoire de votre vie, elle est inscrite. Si vous voulez, c'est-à-dire que si quelqu'un est allongé, je passe ma main, et ma main, c'est un détecteur à travers des cellules qu'on appelle les cellules de Pacini, si vous voulez. Hein. Par exemple, hein, si vous mettez la main au-dessus je sais pas moi, d'un pain de glace, vous allez sentir. Si vous la mettez au-dessus d'une plaque chauffante, vous allez sentir. Et en fait, les cellules de Pacini permettent de sentir des fréquences entre 100 et 400 Hertz. Maintenant, si vous voulez, il y a aussi la manière de sentir. Donc, si je monte, je vais vers le passé de la personne. Il y a des moments, c'est toute l'histoire de cette personne qui surgit. Alors, bien sûr, hein, si vous voulez, la médiumnité, la voyance, c'est pas quelque chose de nouveau. J'ai rencontré des voyants exceptionnels. J'ai rencontré des gens. Écoutez, j'ai rencontré une femme à Rio qui s'appelait Célia. Célia, elle a plus de 80 ans. Donc, le directeur littéraire de mon éditeur à Rio me dit il faut que tu rencontres Célia, c'est une voyante. Oh, du coup, j'ai pas envie. Elle me dit non, mais celle-là. Bon, on rencontre. Alors, donc, on voit la dame. Et la dame, elle dit alors, vous êtes physicien? Bah, je dis oui, j'ai une origine de physicien. Et elle me dit je prends des cours de mécanique quantique. Hein. Ah bon? Alors je dis, ben, c'est bien, puis je me dis à son âge, ben oui, etc. Et je lui dis, vous faites ça où? Mais elle me dit, avec Einstein. Alors je, je lui dis, avec Einstein. Elle me dit oui. Einstein me parle, et donc c'est lui qui me donne des cours. Hein. Et elle me dit, je dis, ah ben c'est particulier. Et d'ailleurs, elle me dit, alors bien sûr, je donne pas le numéro exact. Elle me dit d'ailleurs, votre permis de conduire, c'est 66 252/23. Je me dis, merde, j'ai jamais loué de voiture au Brésil. Jamais. J'ai jamais donné mon permis de conduire à qui que ce soit parce que si vous voulez là-bas, bon les choses changent aussi, la vie a augmenté au Brésil, mais à l'époque vous aviez un chauffeur avec une bonne voiture, c'était 50 € la journée. Quoi. Bien sûr. Donc il vous emmenait de 8 h du matin à 10 h du soir. Donc on va pas s'enquiquiner à louer des voitures alors que les Brésiliens conduisent un peu, on va dire, comme ça, quoi, voilà, etc. Et l'autre, elle me donne mon numéro de permis de conduire. Quoi, hein, vous voyez. Et donc, voilà, je ne sais plus pourquoi je parlais si vous voulez, des phénomènes de voyance, mais les voyants connaissent, mais si vous voulez, je crois qu'en fait, ils ont une propension à lire dans les structures d'énergie. Alors moi, ça m'est arrivé. Les premiers déclics ont eu lieu vers 84-85. Non, même avant, parce que c'était en 83. En 1983, je fais une retraite dans une abbaye en Normandie, qui est l'abbaye de Bec-et-Loing. Donc je passe une semaine, enfin 5 jours, et donc je réfléchis sur le sens de tout ce que je suis en train de vivre, sur mon passé,
sur ce que je fais, qui je suis, pourquoi et ceci, qu'est-ce que je veux faire, etc. Et je me promène dans la campagne et il y a un paysan qui vient comme ça, quoi. Alors donc, et de loin, je vois une espèce, je vois, si vous voulez, comme un voile noir sur son ventre. Un voile noir. Et donc, on s'arrête tous les deux, et puis bonjour, bonjour. Il dit alors, vous êtes à l'abbaye? Je dis oui, je passe quelques jours, etc. Et puis on parle de la pluie et du beau temps, quoi, hein. J'ai dit écoutez, c'est vraiment beau, c'est un beau village, hein, c'est la première fois que je viens, etc. Et je ne sais pas pourquoi, je lui dis comment va la santé? Qui me dit arrêtez, j'ai un cancer du côlon et ça ne s'arrange pas, quoi. Voyez. Et donc, ça a été le début, si vous voulez, des toutes premières perceptions. Quand les perceptions se sont manifestées d'une manière de plus en plus claire, en 1989, j'ai été dans un labo en Virginie. Et donc, on m'a mis 12 électrodes dans la tête. Et donc, on a découpé mon cerveau en tranches, voyez, pour voir comment mon cerveau travaillait quand il y avait ce que ces scientifiques appellent des expériences de surlucidité, quoi, hein. Donc en fait, j'ai appris, si vous voulez, que mon cerveau travaille d'une manière complètement particulière quand il y avait ces flashs qui venaient. Je peux vous donner un exemple précis, récent, qui remonte à 3 semaines. J'ai une amie, elle est partie en Mongolie, elle a travaillé avec un chaman mongol. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, beaucoup, ma femme et moi. Et elle a déménagé du côté d'Orléans, dans une maison, etc., avec un jardin superbe. On a vu les photos, rien, il n'y a rien qui marche, hein. Aucun client, aucun coup de téléphone. Alors, elle dit, je ne comprends pas, parce que ceux qui étaient là avant, c'était des thérapeutes, ça marchait bien. Ma clientèle de Paris, il y en a qui ont promis, et il n'y a rien, etc. Elle me dit, tu sais pas. Je dis, écoute, c'est pas tellement mon rayon, tu sais. Elle me dit, je comprends pas parce que j'ai pleine d'énergie, etc. Je dis, écoute, j'ai l'image d'une roue de médecine. Mais elle me dit, il y a une roue de médecine dans le jardin. Et je lui dis, mais il y a quelque chose au centre de la roue de médecine, assez grande. Et je lui dis, c'est ça qui bloque toute l'énergie. Et donc, elle a enlevé un objet, hein, qui était assez important au centre de la roue de médecine. 2 jours après, les coups de téléphone ont commencé. Incroyable. Voyez. Alors, une fois encore, moi je reste un théoricien, hein. Parfois on dit vous êtes thérapeute. C'est difficile pour moi. Oui, j'ai accompagné des tas de gens, mais je suis un coach de vie en fait, hein. Et vous savez, le bien-être, hein, la spiritualité, toutes les expériences que nous pouvons avoir se résument à peu de choses, hein. C'est à devenir un meilleur homme, une meilleure femme, un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur ami, un meilleur être humain. Donc, que disent les Cheyennes? Cheyenne, si vous voulez, je dis bien Cheyenne, c'est une contraction du nom originel de ce peuple, hein, qui habitait du côté du Nebraska. C'était Chayela. Chayela veut dire les êtres humains. Mais alors, je suis allé en territoire Cheyenne et je leur dis Why human beings? Il dit parce que nous suivons les préceptes du Créateur, hein. Nous respectons la vie sous toutes ses formes, hein, et nous respectons la vie sous toutes ses formes sur la terre et dans les étoiles, et donc nous devons mériter le titre d'êtres humains. Donc, en exergue de mon 3e livre, j'ai commencé ma vie comme un technicien, j'espère la finir comme un être humain. Magnifique, magnifique. Vous savez, j'allais dire, vous êtes presque un globe-trotteur des sciences conventionnelles, hein, sciences conventionnelles et des mythes qui façonnent un petit peu l'histoire de notre humanité. Je me suis vraiment posé la question de savoir si vous avez parcouru le monde, est-ce qu'il y a un endroit dans le monde, sur cette planète, où vous vous sentez mieux qu'ailleurs? Oh, il y a plusieurs endroits. Il y a par exemple, j'ai adoré Rio, j'ai adoré Tahiti, mais j'ai adoré le sud-ouest américain. Sud-ouest américain, c'est, si vous voulez, vous savez, il y a un terme, hein, qui n'existe pas en langue française, c'est open space, hein. Par exemple, open space, un espace ouvert. Le ciel, On l'utilise. le ciel est plus grand là-bas
que ici. Alors ici, si vous voulez, vous allez en montagne, vous avez cette étendue, mais je ne sais pas. C'est quelque chose de particulier. Il y a une ville qui est super, comme beaucoup d'endroits aux États-Unis, qui est Phoenix. Phoenix, c'est la capitale de l'Arizona, et à peu près à 400 km au nord de Sedona, de Phoenix, on est à la fin des montagnes rocheuses. Mais on est quand même encore à 12 000 pieds, c'est-à-dire en gros 10-12 000 pieds à 3 000-3 500 mètres d'altitude. Et là, il y a Flagstaff. Flagstaff, c'est là où se trouve l'université du nord de l'Arizona, Northwestern Arizona University. Et donc, j'avais postulé à un moment donné pour un poste de prof dans cette université parce que je sais que j'ai déjà vécu là. Je sais que je suis allé à Flagstaff, ça a été un choc pour moi. Alors, je raconte, vous savez que théoriquement, l'Amérique, enfin le continent nord-américain, même sud-américain, mais nord-américain, était un continent vide. Donc il a commencé à être peuplé au moment de la troisième glaciation qui s'appelle Würm 3, en moins 12 000. Donc les Sibériens sont passés à travers le détroit de Bering solidifié, et etc. C'est faux. Je connais les travaux d'un anthropologue qui s'appelle Jeffrey Goodman. Mais Jeffrey Goodman, il s'est servi on va dire des dons d'un ingénieur en aéronautique qui s'appelle, je me rappelle, Aaron Abrahamsen. Et Aaron Abrahamsen, c'est un voyant, mais il est ingénieur en aéronautique. Et donc, en fait, il a dit à Jeffrey Goodman, à 20 km au nord de Flagstaff, tu dois creuser à peu près à une vingtaine de mètres et tu trouveras les ruines d'un campement. Qui remonte à 30 000 ans. Donc le Jeffrey Goodman avec son équipe, et il préparait sa thèse de doctorat à ce moment-là. Et donc, si vous voulez, vous savez, ils y vont à la brosse à dents, ils creusent, et ils trouvent. Et donc, au carbone 14, eh bien, 30 000 ans. Et donc, on lui a sucré sa thèse de doctorat, parce que c'était complètement contre l'archéologie officielle. Eh oui. Et Aaron Abrahamsen lui dit, écoute, il y a d'autres restes, mais il faut creuser à 78 mètres. Mais là, ça remonte à 100 000 ans. Et à 100 000 ans, l'Amérique était déjà peuplée, quoi. Je vais vous raconter encore. Incroyable. Encore. Regardez. Vous savez que ce sont des peuples qui vivaient profondément avec, on va dire, l'énergie de la nature, les esprits de la nature, les esprits tutélaires, les esprits des ancêtres, etc. Lorsqu'il y a eu, si vous voulez, la migration sibérienne, le peuple, ils ont emmené tout le monde, ils ont emmené leurs biens, les vieux, les enfants, enfin le peuple, si vous voulez, il y a eu la migration. Et donc ils étaient guidés par les chasseurs de rennes, qui, eux, connaissaient les pistes, mais aussi par les femmes chamanes, puisque les premières chamanes, ou les premiers chamans, étaient des femmes. Et donc, ils étaient guidés et par les chasseurs de rennes, et puis par les visionnaires. Et donc, ils ont emmené tout avec eux. Mais ils ont migré peut-être de quelques dizaines de kilomètres par an, en passant par l'une des régions les plus inhospitalières du globe, qui est le cercle polaire. Mais au lieu de combattre les éléments, ils ont essayé de s'en faire des alliés. Et donc, ils ont communiqué et communié avec la neige, avec le blizzard, avec le vent, avec l'ours blanc. Et donc, ils sont descendus, et 30 000 ans plus tard, ils sont arrivés en Arizona. Ils sont arrivés dans le sud-ouest américain. Mais il y a quelque chose, c'est qu'ils n'avaient jamais quitté la terre des ancêtres. Ils avaient emmené tout avec eux. Et c'est ça qu'il faut que nous retrouvions. Notre origine, notre être, notre devenir. Amen. Non, vous savez quoi, l'espace d'une seconde, j'allais vous faire l'affront de vous dire, vous devriez écrire, vous savez. Parce que vous racontez les histoires tellement, tellement bien. Un mot, évidemment, sur ce livre. Alors, évidemment, ce que vous nous avez raconté là depuis une heure, beaucoup d'éléments se trouvent dans cet ouvrage sur la révolution de la médecine vibratoire. Vous dites juste un truc, vous dites, le livre démontre que les champs d'énergie quantique qui nous enveloppent,
ont un impact direct majeur sur notre santé, notre manière de penser, de vivre et de comprendre le monde d'une manière plus vaste. Est-ce que c'est pas l'inverse presque? Est-ce que c'est pas le fait de penser ou de penser d'une certaine manière qui influe sur le champ d'énergie quantique? Si vous voulez, il y a des échanges dans les deux sens, mais je suppose que vous avez eu des gens qui avaient des connaissances ou même des professionnels de la santé mentale, c'est-à-dire des psychologues, psychanalystes, psychiatres, etc. Beaucoup. Posez-leur la question, c'est quoi l'inconscient? Moi, j'ai posé la question à ces professionnels. J'ai jamais eu de réponse vraiment satisfaisante. Ce sont des prédispositions, ce sont etc. quoi, hein. Mais l'inconscient des psys, eh bien, c'est le corps éthérique. C'est-à-dire que lui commence à se construire dès la vie intra-utérine, et donc il va se structurer d'une certaine manière, et donc il va influencer sur notre développement neuronal, notre développement émotionnel, notre comportement, nos moyens de perception, etc. Écoutez, une fois encore, hein, je dis et je reste un étudiant. Je suis quelqu'un, et je le crois profondément, d'ouvert. Alors, il y a des choses que j'affirme parce que ça a été démontré, mais si vous voulez, quand je dis j'affirme, c'est parce qu'il y a une réalité. J'ai rencontré une multitude de personnes, je n'ai jamais vu quelqu'un qui était en mauvaise santé, si vous voulez, avoir un bon éthérique. L'éthérique influence complètement le degré de santé de quelqu'un. Donc, l'inverse est vrai aussi. Quelqu'un qui dit je suis en pleine forme, je vais bien, avec un éthérique qui est mal, hein, il y a 7 ou 8 paramètres. Distance, densité, texture, réaction palpatoire, mouvement éthérique primaire, c'est la respiration de ce corps parce qu'il respire. Ça, je l'ai piqué aux ostéos à partir du MRP, le mouvement respiratoire primaire, c'est-à-dire la respiration crânienne. Et donc lui, il a une respiration, etc., etc. Donc si vous voulez, les deux, il y a une corrélation entre les deux. C'est-à-dire que la fonction du corps éthérique et l'état du corps éthérique si vous voulez, influence complètement notre état de santé. Maintenant, j'ai écrit, je ne sais plus maintenant, ça doit être le 7e ou le 8e livre, La révolution de la pensée intégrale. Et dans la révolution de la pensée intégrale, j'ai parlé d'une étude qui avait été faite par le ministère de la Santé. Alors écoutez, je ne me rappelle plus, je crois que c'était en 2007 par là, et qui a été publiée dans l'Express. Donc je cite l'Express, je cite le numéro, etc. Et donc ils ont fait une étude sur 24 types de cancers. Ils ont fait une colonne homme et une colonne femme. Et donc sur 24 types de cancers, il y en a 20 ou 21 qui sont en augmentation. Et donc le premier, hein, ben voilà, les hommes sont en première ligne, hein, c'est le cancer de la prostate. Mais moi j'ai été estomaqué parce que je crois que ce sont des proportions en 20 ans, hein, c'est-à-dire l'évolution du cancer sur 20 ans. C'était, je crois, 250%. L'évolution du cancer du sein chez la femme, c'était aussi quelque part 200 ou 210%. Et je me dis, mais bon sang, parce que je crois aussi profondément à la médecine conventionnelle. La médecine, elle a permis de sauver des tas de gens, et il y a des tas de gens qui seraient morts si cette médecine n'existait pas. Donc il faut aussi faire la part des choses. Et je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Alors bien sûr, l'article, il est très bien fait. Ils disent, il y a la nourriture, si vous voulez, le degré émotionnel, l'historique familial, enfin bref, si vous voulez, des facteurs connus. Il y a aussi le vieillissement de la population, hein, parce que les gens, quand j'étais adolescent, ma grand-mère, c'était une vieille femme, elle avait 60 ans. Et voilà. Mais à la fin, l'article dit qu'il doit y avoir d'autres causes, mais que nous ne connaissons pas encore. Et donc je me dis, c'est là où ça commence, en fait. Hein. Oui. Donc on a commencé à soupçonner que n'importe quelle pathologie, alors bien sûr, pas un rhume, pas une otite, pas une gastro, ce sont des choses inconfortables, mais qui passent. Hein. Mais ça commence d'abord par des réseaux parasites émotionnels qui sont inscrits dans la partie supérieure de ce corps éthérique.
Et donc je me suis dit, mais là, je retrouve des principes que l'on retrouve dans les systèmes télécoms, dans les systèmes radars. Ce sont des transferts d'informations qui vont de niveau d'énergie en niveau d'énergie. Vous voyez par exemple, la partie supérieure du fameux corps éthérique qui est la vie présente et le corps astral qui est théoriquement les vies antérieures, et c'est vrai qu'on voit plein de choses. Si vous voulez, c'est une bande, si vous voulez, c'est une interconnexion. Donc je l'ai appelée la zone de coexistence non destructrice. Alors c'est un jargon, mais un ingénieur télécom ou un physicien va comprendre tout de suite. Deux grandeurs de fréquences différentes, c'est-à-dire là, dans ce cas-là, éthérique astral, peuvent coexister dans le même quasi-espace sans se détruire mutuellement. Vous comprenez? Donc j'ai pris des choses qui étaient connues, reconnues, démontrées, prouvées par la science dans le phénomène des corps d'énergie. Et c'est ce que j'ai voulu faire sans entrer, si vous voulez, dans des détails techniques, mais dire voilà ce que la physique dit, voilà ce qu'on a trouvé, voilà pourquoi ça marche, etc. Mais ce qui m'a tellement interpellé, c'est lorsque des objets physiques, des tumeurs, des kystes, des fibromes, ont commencé à disparaître à partir du travail sur l'information qui a généré ce... Alors ça ne marche pas à tous les coups, c'est vrai, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça a marché quand même un certain nombre de fois et ça marche un certain nombre de fois. Donc, si vous voulez, ce que je cherche à faire, c'est de dire il faut que nous puissions évoluer à partir de nouveaux paradigmes, à partir de nouvelles formes de pensée, en nous articulant sur des formes de pensée qui ont existé, sur des courants scientifiques qui existent, mais qui ont besoin d'évoluer. Le monde évolue, la Terre évolue, l'univers évolue. Est-ce qu'on vous accueille sur les bancs de la fac de médecine? Ah, écoutez, alors pas en France, mais au Brésil. J'ai été, et c'est vrai que c'était un ami intime, c'était l'ancien ministre de la Santé, Ronaldo Gazola. Gazola, si vous voulez, un jour, hein, parce qu'on a vécu 12 ans aux États-Unis, 7 ans au Brésil, donc avec des allers-retours réguliers en France. Mais un jour, mon éditeur me dit il y a le secrétaire d'État à la Santé qui veut vous rencontrer. Et moi, je me dis il veut rencontrer, ça veut dire quoi? Et donc, on est invité avec ma femme à dîner chez lui. Et donc, il y avait la traductrice, parce que moi, je parlais mal le portugais. Le ministre avait un anglais qui était un peu comme ça. Et il avait invité un autre couple de médecins. Et donc, on a parlé. Écoutez, ça a été une conversation d'un niveau que j'ai trouvé remarquable. À un moment donné, je dis, bah c'est Brigitte, vous vous rappelez, celle qui m'a introduit Tigna. Alors, en brésilien, Brigitte, hein, voilà. Et donc, je dis, et non, Brigitte, il est vraiment ministre. Ah, elle me dit, ah oui, oui, oui. Elle me dit, il est très aimé. D'ailleurs, c'est son deuxième tour de 4 ans. Hein. Vous voyez, ils sont élus comme aux États-Unis, avec des périodes de 4 ans. Quoi, hein. Et si vous voulez, j'ai pu faire des choses en milieu hospitalier, dans un hôpital qui s'appelle Frère Louis, où Gazola, qui est un chirurgien d'origine, eh bien, il a créé une aile spirit. Alors, une aile spirit, c'est quoi? Eh bien, ce sont deux médiums qui sont, si vous voulez, ce sont des fonctionnaires du ministère de la Santé, au même titre qu'un médecin, qu'une infirmière, qu'une secrétaire administrative, mais ce sont des médiums. Et donc les malades qui sont considérés comme perdus par la médecine, on va dire conventionnelle, eh bien avec l'accord du malade, s'il peut, la famille, les médecins qui se réunissent, eh bien il est transféré dans l'aile spirit. Et donc Ronaldo Gazola nous a emmenés dans cette aile spirit. Donc alors ça, je ne l'ai pas trop écrit, mais voilà. Mais on sait combien au Brésil il y a cette dimension scientifico-spirituelle qui est oui, extraordinaire. Les deux ne sont pas antinomiques. Absolument, absolument. Mais c'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous êtes... Je me demande si un jour vous pourrez tenir ce discours-là, ou peut-être que les gens regarderont cette émission sur les bancs de la fac de médecine en France, par exemple, ou dans certains pays d'Europe. On sent bien que c'est beaucoup plus compliqué, mais vous avez le sentiment qu'on y vient? Allez, je le réponds à l'américaine. Hein.
There is still a long way to go. Hein. Il y a encore du chemin à parcourir. Oui, bien sûr, il y a encore beaucoup de choses. C'est fascinant de vous écouter, Patrick. Vraiment, c'est très très intéressant. Et évidemment, il faut lire ce livre, La révolution de la médecine vibratoire, parce que c'est ça aussi qui est beau chez vous, c'est qu'il ne s'agit pas de classifier les choses en disant c'est blanc ou noir. C'est-à-dire qu'on peut cohabiter dans la médecine dite traditionnelle et dans cette médecine quantique qui peut effectivement, et on peut faire des passerelles et des ponts entre les deux. Et ça me semble essentiel. Je peux vous donner une dernière anecdote. J'ai été invité par un cardiologue qu'on a rencontré, qui est un chirurgien cardiaque, à l'hôpital américain de Rio. Et donc, avec l'accord du malade, avec l'accord du directeur de l'hôpital, on a pu assister à une opération de chirurgie cardiaque, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les techniques de cohérence cardiaque. Et donc, j'ai créé un son qui reproduit un signal cardiaque qu'on appelle le taux de variabilité cardiaque. Et le taux de variabilité cardiaque, si vous voulez, c'est une mesure non invasive de l'architecture émotionnelle de quelqu'un. Mais quand ça remonte, et c'est au Brésil que j'ai entendu parler des techniques de cohérence cardiaque qui venaient des États-Unis. En France, c'était encore totalement inconnu. Et on était en 2003. Et donc, j'ai vu des courbes, si vous voulez, du taux de variabilité cardiaque, si vous voulez, où 90% des gens fonctionnent comme ça. Et je me suis dit, mais ça, c'est la science du signal, c'est de la physique. Est-ce que je peux reproduire un signal, un taux de variabilité cardiaque cohérent, si vous voulez? Et donc, ça a duré 18 mois, et j'ai créé ce son que j'ai appelé cardiosmose. Et donc, si vous voulez, votre cerveau, il a la capacité d'apprendre. Par exemple, quelqu'un m'explique quelque chose, je veux dire vous voyez, donc on apprend, c'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Maintenant, il y a une plasticité neurocardiovasculaire, c'est-à-dire qu'à travers son petit cerveau, il y a à peu près 40 000 neurones, c'est pas beaucoup, mais voilà, eh bien, il est capable d'apprendre. Et donc, en fait, j'ai développé ce son, et avec les mesures, parce que voilà, j'ai des courbes, si vous voulez, en l'espace de, pour quelqu'un qui est un petit peu entraîné, mais ça vient vite, eh bien, si vous voulez, les deux courbes, si vous voulez, elles sont identiques, c'est-à-dire que vous pensez plus rapidement, vous réfléchissez plus rapidement, et c'est comme si le champ électromagnétique généré par le cœur était un système, alors disons-le, et avec prudence, guérissant. C'est-à-dire que c'est comme s'il restructurait le milieu intracellulaire. Donc ce chirurgien avait entendu parler des travaux et donc il nous a invités à assister à une chirurgie. Donc je l'ai là dans mon iPad, je lui ai demandé si on pouvait filmer, quoi. Et donc j'avais mis le son. Et donc on a assisté, si vous voulez, voilà, ils ouvrent, ça fait un bruit de menuiserie, etc. Il y a les écarts d'heure et c'est très émouvant parce que ben voilà, on n'aime pas du métier. J'ai vu un cœur, si vous voulez, dans sa cavité, voilà, et ça saigne pas beaucoup en fait. Et donc le chirurgien, il fait ses trucs, ses machins et tout. Il était génial, il a fait 7000 opérations cardiaques, dont 60 transplantations. Et il a travaillé 4 ans au Texas, dans un hôpital, donc il parlait bien anglais, donc etc. Quoi, Et donc j'ai demandé si je pouvais mettre le son. Et il me dit, tu peux même chantonner si tu veux. Bon, voilà. Mais donc la semaine d'après, il nous invite chez lui, il organise une soirée avec ma femme, son épouse, etc. L'autre chirurgien, parce qu'ils étaient deux, c'est une équipe de 5. Et il me dit, tiens, ton patient, il est sorti de l'hôpital. Ben, je lui dis, c'est pas mon patient. Il me dit, t'étais là. Donc c'est ton patient. Mais je lui dis, comment ça, il est sorti et il me dit, oui, il est sorti au bout de 5 jours. Je lui dis, 5 jours Parce que j'ai vu après, si vous voulez, vous savez qu'ils utilisent du fil de fer pour recoudre, parce qu'en fait, ça tient toujours et c'est beaucoup moins douloureux que les agrafes, en fait. Et donc, je lui dis, ah bon? Alors, il me dit, oui. On a été surpris par la rapidité de la cicatrisation. Or, quand les gens sont en cohérence cardiaque, eh bien, quelqu'un qui se blesse
cicatrise beaucoup plus vite, justement, à cause du champ cardio-électromagnétique. Il faut que j'arrête parce que Ah là, non, on non, mais entre c'est sur la cohérence cardiaque et tout. c'est extraordinaire. Vous continuez à proposer des conférences, des séminaires, des Oui, stages, des conférences, retraites. si vous voulez, je fais principalement soit ou des web Ouais, conférences, c'est ça. ou alors par exemple, bon, j'ai une conférence à Toulouse prochainement, une conférence à Grenoble, Mm. hein, mais bon, des conférences, je ne fais plus trop, mais je fais encore quelques séminaires, plus beaucoup, j'en fais un en octobre à Toulouse, justement sur les thérapies quantiques, et puis à Nice, et puis deux formations, hein, une qui est une formation d'une semaine sur les sens de la conscience, donc c'est toutes les techniques d'expansion, et puis les thérapies vibratoires. Et là, on travaille à 50 ans dans le futur, hein, cher Marc. Extraordinaire. Et le prochain voyage? Ah, le prochain voyage. On a un projet pour l'année prochaine, c'est le Brésil, l'Égypte. Encore? Ouais. C'est aussi notre maison, quoi. Il nous est arrivé tellement, mais c'est pareil, il nous est arrivé tellement de belles choses. Ouais. Et puis, je suis entré en profondeur, hein, dans les anciens mythes égyptiens. Vous êtes comme Thierry Janssen, que vous connaissez peut-être. Oui. Thierry qui est fasciné par l'Égypte On aussi. On s'est rencontrés dans un congrès à Cabourg. Hein. Ouais. Et on a eu l'occasion de dîner à la même table. Et c'est vrai qu'on a parlé un peu un personnage charmant de l'Égypte. Ouais. Vous savez que, juste pour terminer, j'avais préparé 6 pages. Je crois que je ne vous ai pas posé une question de ce que j'ai préparé, tellement vous êtes fascinant dans vos anecdotes, dans vos histoires, dans ce que vous racontez, la manière dont vous les racontez. Je vous remercie infiniment d'être venu, d'avoir fait le déplacement. Ouais, ça me touche beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie aussi parce que, si vous voulez, ça permet à tous les gens qui interviennent chez vous de faire passer leur message, leur mode de pensée, et puis aussi de nous permettre d'aller vers un monde plus fraternel. Et on en a grand besoin. Juste une dernière question. Vous avez dit la projection médicale dans 50 ans. Quelle sera-t-elle en une phrase? Moi, je crois qu'on va aller tout doucement vers le vibratoire. Si vous voulez, c'est vraiment... C'est un mur à franchir, en fait. Hein. Parce que vous savez que le problème, c'est la fameuse équation égale MC2, hein, c'est-à-dire que quelque chose qui dépasse à une vitesse supérieure à la lumière, à la vitesse de la lumière, eh bien, se transforme en énergie. Or, on suppose que ce second corps, il est fait de particules, mais qui se déplacent à une vitesse supérieure à celle de la lumière. C'est ce que vous et le problème, si vous voulez, il est là. Mais il y a quand même de plus en plus de praticiens, de théoriciens, de scientifiques de tous bords. C'est une petite minorité, mais c'est une minorité qui augmente d'année en année. Et donc, j'ai souvent dit, ce n'est pas nécessairement le système qui va changer, c'est nous qui pouvons faire changer le système. Et vous y contribuez. Merci infiniment, Patrick. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de vos partages, merci de vos commentaires, comme toujours, et à très bientôt pour une nouvelle rencontre. Salut.